On est le 3 juin 2002 à Saint-Sébastien-sur-Loire, à Nantes. En fin d'après-midi, un lycéen de 17 ans s'est déguisé en Ghostface et a donné plusieurs coups de couteau à son amie Alice qui avait 15 ans. Ce lycéen, c'est un garçon sans problème ni antécédent. Quand on lui a demandé pourquoi il a fait ça, il a déclaré aux gendarmes qu'il était obsédé par l'idée de vivre ce que les personnages de Scream vivaient. 2 semaines avant cet acte abominable, le lycéen venait justement de voir Scream, l'histoire d'un tueur en série masqué qui terrorise une petite ville en poignardant ses victimes. Il avait d'ailleurs préparé une longue liste avec tous les camarades qu'il voulait tuer. Aujourd'hui, pour ne jamais oublier ce qui s'est passé, la ville de Nantes a donné le nom d'Alice à un parc. Les histoires horribles ont toujours fasciné les gens, avec les films comme Psychose, Massacre à la tronçonneuse, Le silence des agneaux. Et même toujours aujourd'hui avec récemment Mindhunter, la série Dahmer ou même les frères Menendez, ces histoires ont pris d'assaut Internet, Netflix, YouTube, les livres, Reddit, les podcasts. Tout cela révèle une fascination collective sur l'obscurité humaine et sa cruauté. Mais comment expliquer que certains passent à l'acte après avoir vu un film? Est-ce qu'on devrait s'inquiéter de notre manière de consommer ces histoires? Et le plus important, est-ce qu'un jour vous aussi vous pourriez passer à l'acte après avoir vu un film? Attention, disclaimer, dans cette vidéo on va parler d'histoires troublantes qui sont réellement arrivées et certains sujets peuvent être vraiment sensibles. On a fait énormément de recherches et nos sources sont disponibles en description. Notre intention n'est pas de justifier des actes criminels mais de mettre en lumière les liens complexes qu'il y a entre la culture populaire et le comportement humain. En parlant de comportement humain, commençons avec notre première histoire, celle de Luca Magnotta. On est à Ottawa le 29 mai 2012, un colis vient d'être déposé au siège du Parti conservateur canadien. Comme ce qu'on pourrait voir dans un film avec un taré, dans le colis se trouve un pied humain. Mais c'est pas tout, une main est aussi trouvée dans un autre colis au centre de tri, toujours à Ottawa. À Montréal, cette fois, le gardien d'une résidence trouve une valise dans les ordures. Il ouvre cette valise et découvre à l'intérieur un tronc humain. Ok, donc on se retrouve face à un puzzle criminel et tous les membres venaient de la même personne, June Lin. Dans la résidence à Montréal, les policiers se rendent dans l'appartement de Luca Magnotta. Et pourquoi ils vont chez lui? Parce qu'en fait on sait que June Lin est l'amant de Luca et Luca, il y a 2 ans de ça, il avait maltraité des animaux. Donc il est un peu connu dans les services de police, quoi. Une fois la police sur place, aucun doute, on a bien trouvé notre suspect numéro 1. Du sang partout, dans le frigo, sur le matelas, l'odeur est immonde. Le suspect va devenir coupable grâce à 2 vidéos. Luca a posté en ligne 2 vidéos sous le pseudonyme Catherine Tramel, un personnage interprété par Sharon Stone dans Basic Instinct, mais ça on y revient plus tard. Inutile de vous dire ce qu'on voit sur la vidéo, c'est juste horrible, mais maintenant, plus de doute, il faut arrêter ce fou furieux. Et où est-ce qu'il allait se cacher? En France. Paris est en panique. La police n'a pas réussi à l'intercepter à Roissy-Charles de Gaulle. En plus, Magnotta, c'est pas un novice de Paris parce qu'il était déjà venu il y a quelques années pendant plusieurs semaines. Une réelle psychose s'installe à Paris. Des dizaines de policiers sont mobilisés. On envoie des images de lui pour que les gens fassent attention et c'est ce qu'ils font. On le voit dans les quartiers de Batignolles, on le voit dans le métro et ça y est, la police a enfin accès à la position GPS de son téléphone portable. Quand on regarde la position GPS, on voit qu'il fait plusieurs allers-retours entre plusieurs stations de métro. C'est déjà très bizarre. Du coup, la police se rend sur place, mais malheureusement, fausse piste. Il avait jeté son téléphone dans la poubelle et un agent d'entretien l'avait récupéré pendant son service. Bon, il est où maintenant Magnotta? Un hôtel à Bagnolet vient de nous signaler sa présence. La police arrive, mais il est trop tard. Magnotta n'est plus là. Et pourquoi il a disparu? Parce qu'en fait, à côté de l'hôtel de Bagnolet, il y a la gare routière de Bagnolet qui envoie chaque jour des dizaines de bus partout en Europe. On est le 31 mai et Magnotta échappe encore une fois à la police du monde entier. Bon, finalement, quelques jours plus tard, il est retrouvé à Berlin. En fait, il y a un patron, un cybercafé qui l'a reconnu, qui a prévenu la police locale. La police est venue, l'a embarqué. C'est ciao pour Magnotta qui retourne au Canada et qui se prend 25 ans de prison. Rappelez-vous, on vous a parlé du film Basic Instinct. Et sachez que Magnotta s'est inspiré de ce film pour réaliser ses horreurs. Dans Basic Instinct, le film commence par une femme qui tue un gars avec un pic à glace. Et devinez avec quoi Luca a tué June dans la vidéo? Un pic à glace. Basic Instinct a donc donné des idées à ce fou malade. Mais c'est malheureusement pas le seul film qui a donné des idées meurtrières. Taxi Driver a été aussi une source d'inspiration. Dans Taxi Driver, Robert De Niro est un chauffeur de taxi qui se donne pour mission de sauver une jeune femme interprétée par Jodie Foster. Au bout d'un moment, dans le film La nuit à New York, le personnage de Robert De Niro simule l'intention d'assassiner un candidat à la présidence. Et ben dans la vraie vie, il y a un certain John qui adore Jodie Foster et qui se dit que ce serait pas mal qu'il réussisse à se faire remarquer. Et pour faire ça, il a eu une idée. Il a tenté de tuer le président des États-Unis le 30 mars 1981. Le président a survécu à cette attaque, mais il a quand même été touché par une balle que John a tirée. Aujourd'hui, John, c'est plus le même homme, et tant mieux, il a purgé sa peine, et 41 ans plus tard, il a ouvert une chaîne YouTube où il fait du coup des petites créations musicales. Alors il faut savoir que ces problèmes de mecs qui pètent un plomb, oui parce que c'est souvent des mecs. On écrit toujours nos vidéos de manière inclusive, mais là tous les exemples qu'on parle, c'est des mecs. Donc à un moment donné, voilà quoi. Sur 100% des meurtres faits dans le monde entier, 90% sont faits par des hommes. Hitchcock,
Et oui, il fallait s'en douter. Son film Frenzy a aussi inspiré un autre dégénéré. Alors l'histoire de Frenzy, qu'est-ce que c'est rapidement? C'est une série de meurtres dans Londres, les victimes sont des femmes et elles sont retrouvées mortes avec une cravate laissée autour de leur cou par le meurtrier. Et cette histoire a profondément inspiré un certain Joel. Entre 1989 et 1993, il a tué au moins 17 femmes et a été reconnu coupable du meurtre de 9 d'entre elles. Nous passons à la dernière histoire avant qu'on se pose la question la plus importante de la vidéo. Le 5 mars 1995, Benjamin et Sarah, un jeune couple américain âgé de 18 et 19 ans, Passent la soirée à regarder Tueur né. Le film est distribué par Warner Home Video et c'est un petit détail qui aura toute son importance par la suite. Sous l'influence du LSD, Benjamin et Sarah commencent à s'identifier aux personnages principaux du film et décident de partir en road trip meurtrier à travers le sud des États-Unis. Sur la route, ils tuent malheureusement une personne et le lendemain, ils tirent sur une employée qui travaillait dans une station-service. La police les arrête, évidemment. D'ailleurs, j'en profite, s'il y a des personnes américaines qui regardent cette vidéo, il y a peut-être un sujet à revoir, il y a peut-être un truc pour éviter que des gens meurent, enfin je sais pas. Il y a peut-être un truc, une petite loi qu'il faudrait, je sais pas. L'employée, elle a survécu. Alors, elle a survécu, mais malheureusement, elle reste paralysée à vie. Et elle a donc décidé de poursuivre en justice Benjamin et Sarah, mais pas que. Mais aussi Warner Home Video, les studios Warner Bros, les actionnaires de Time Warner, les producteurs et le réalisateur du film, en argumentant que le film a contribué à son agression. Et là, ça devient intéressant. Est-ce qu'un film peut réellement inciter à la violence? Malheureusement, malgré plusieurs recours, les tribunaux ont rejeté l'idée que le film incitait à la violence. Bon bah alors, il nous parle de quoi ce film? C'est l'histoire de Mickey et Mallory, un couple de criminels qui exploitent les médias pour devenir des célébrités. Ok, mais du coup c'est si violent que ça? Le film a suscité de nombreuses controverses à sa sortie, fréquemment critiqué pour son usage de la violence extrême que certains voyaient comme un moyen de sensationnalisme plutôt qu'une dénonciation authentique. Ça y est, on y est. Est-ce que des films peuvent réellement pousser quelqu'un à commettre l'irréparable? Certains chercheurs soutiennent que la culture populaire, y compris les films et séries sur les tueurs, peut influencer le comportement de certaines personnes, en particulier celles qui sont déjà vulnérables ou déséquilibrées. Ok, prenons un exemple simple pour que tout le monde comprenne un peu l'exemple. Si je suis un peu triste en ce moment, évidemment que je vais être plus susceptible de pleurer devant Robot Sauvage. N'est-ce pas Chloé? 3 fois. Si je cherche à être motivé, Kaizen peut être une bonne option. Si j'ai la haine envers mes parents, la série Les Frères Menendez pourrait me donner des idées pour... Bah non en fait, et c'est ça qui est difficile à juger. Pourquoi le lycéen qui a regardé Scream a tué son ami à Nantes alors que d'autres personnes qui ont aussi regardé Scream ne l'ont pas fait? Certaines études indiquent que des individus déjà prédisposés à des comportements violents peuvent être influencés par des représentations de la violence. Donc imaginons que je suis un mec un peu violent, en vrai non, mais imaginons, je suis au cinéma comme ça, je regarde un film hyper violent, et là je sors de la salle, et là je vois le mec derrière moi qui arrêtait pas de bouffer ses M&M's en faisant un bruit d'enfer là, tu sais comme ça là. Et le mec il est comme as. Oh, ce film est bien, Jonathan. Bah qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que je vais le démarrer en fait, parce que j'ai vu le film violent. Non. Donc les films violents peuvent te rendre un peu violent, mais à l'inverse, il y a une étude qui explique aussi tout l'inverse. À l'inverse, d'autres recherches soulignent que la consommation régulière de contenu violent peut désensibiliser les gens à la violence et renforcer des stéréotypes sur les criminels. On peut faire d'ailleurs un lien avec la consommation excessive de pornographie. On devient désensibilisé et on renforce certains préjugés liés à certaines pratiques. Je pense que tout le monde a compris le lien. Bon bah du coup, les deux études elles se contredisent, mais il n'est pas vraiment là le problème. Certaines œuvres peuvent également susciter de l'empathie envers les tueurs, ce qui peut affecter la perception du public sur le crime et la justice. Et ça, c'est un peu plus fourbe du coup. On connaît tous des histoires qui justifient le passé d'un méchant criminel. En mode, oui, mais c'est parce que son père, il était méchant, qu'il a grandi dans une famille, c'était un peu nanana nanana. Quand c'est une histoire, c'est quand même moins gênant que quand ça touche la réalité. Par exemple, avec la série des Frères Menendez. Il est important de considérer comment ces représentations peuvent normaliser la violence ou créer une fascination malsaine. Et ça, c'est un problème. On n'est pas censé glorifier les tueurs. Mais en regardant le catalogue Netflix, on a l'impression que les tueurs, bah en fait, c'est un peu à la mode. Et il y a quand même autre chose qui est à la mode aujourd'hui, c'est le fait de s'abonner à notre chaîne YouTube Antoine et Chloé. Il est important de considérer comment ces représentations peuvent normaliser la violence ou créer une fascination malsaine. Fascination pour le mal incarné, l'être de fan, attirance sexuelle pour un tueur. Et il y a des personnes qui glorifient un peu trop les tueurs, et ça en devient un business. On appelle ça l'hybristophilie. Anders Breivik, le terroriste norvégien d'extrême droite qui a assassiné 77 jeunes en 2011, reçoit 800 lettres d'amour par mois. Et il n'est pas le seul. Michel Fourniret, Guy Georges, Marc Dutroux. Ils ont fait la une des journaux pour leurs actes criminels souvent détestés. Derrière les barreaux, tous reçoivent pourtant des lettres d'amour et des demandes en mariage. Il existe un joli mot pour désigner cette passion pour les criminels,
hybristophilie. On voit qu'il y a des personnes qui glorifient un peu trop les tueurs et ça devient même un business. Entre le merchandising à leur effigie, des pèlerinages organisés sur des lieux où certains crimes ont été commis. Oui, des pèlerinages. D'ailleurs, ça s'appelle le Magnotatour. On en est à là. Vous pouvez acheter des lettres, des dessins, des disques, des cheveux des criminels. Pour 40$, vous pouvez même acheter la terre de la tombe d'un tueur. On arrive au summum de la débilité. Vous pouvez même acheter la fin du burrito d'un serial killer connu. Même sur TikTok, il y a des edits sur des tueurs. Mais bon, ça on en reparle après. Avec toutes ces recherches, pas facile de tirer des conclusions définitives. Certains facteurs peuvent rendre une personne plus susceptible de devenir violente. On est tous différents et nos actes dépendent de nombreux facteurs dont on n'a même pas conscience. Les facteurs qui mènent à la criminalité sont bien plus complexes. Et vous savez quoi ? On vous les a mis juste là pour que vous puissiez facilement les identifier. Certains facteurs peuvent rendre une personne plus susceptible de devenir violent. Mais cela ne signifie pas non plus qu'elle va le devenir. Calmez-vous. Donc on est tous quelqu'un qui vit dans des conditions vraiment très difficiles, c'est pas pour autant qu'ils vont choisir la violence. Ok, mais si vous appréciez regarder des films, séries ou documentaires sur ces sujets-là, est-ce que cela fait de vous une personne dangereuse ou bizarre ? Ça c'est intéressant. Vous le savez, la fascination envers les tueurs ne date pas d'hier. Dès l'automne 1888, le public anglais se montrait déjà captivé par les atrocités commises par un certain Jack l'Éventreur. Cet événement terrifiant fut l'un des premiers à recevoir une attention médiatique internationale. Donc c'est pas nouveau, c'est juste bien plus visible avec les réseaux. Faisons une petite expérience, concentrez-vous sur mon visage et uniquement sur mon visage. En dessous, il y a une route avec des voitures et il va y avoir un accident qui va passer. Petite question, vous êtes sur l'autoroute, vous venez de faire les bouchons et là vous passez à côté de l'accident. Est-ce que vous avez envie de regarder ? Pas la peine de répondre, je sais que oui, c'est dans nos gènes, c'est comme ça. On ne peut pas s'empêcher de regarder. Et regardez-moi là, je sais que vous regardez en bas. Et pourquoi on veut savoir ce qui s'est passé ? Parce qu'en fait, de manière inconsciente, si on regarde ce qui s'est passé, on va pouvoir faire en sorte que ça ne se passe pas pour nous. Fin de l'expérience. Bah ouais, je sais, vous êtes deg parce qu'il n'y a pas eu d'accident. Dites-vous même qu'il y a des gens qui s'arrêtent sur le bord de la route pour faire des photos de l'accident. Les gens qui font ça vraiment arrêter, c'est dangereux. Irrespectueux. Cette attirance pour le macabre peut aussi servir à exorciser nos peurs dans un environnement contrôlé. Exemple, vous êtes hypnotisé sur une playlist d'accidents de voiture, assis sur votre canapé. Ça vous permet d'éprouver de fortes émotions comme la peur, le dégoût, le choc, tout en restant en sécurité. Et c'est pareil pour le cinéma, ça s'appelle la catharsis, mais bon, ça vous le savez déjà parce que vous avez regardé cette vidéo. En fait, on regarde des choses cheloues pour aussi se rassurer en mode « Ok, ça c'est totalement anormal, je ne ferai jamais ça ». Qui aurait envie de boire le sang de sa voisine ? Ce qu'il se passe lorsque l'on regarde des films sur des tueurs, c'est qu'on a besoin de décoder ce qui rend ces personnes si différentes de la norme. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous sommes le plus souvent fascinés par les histoires tirées de faits réels que par la fiction pure. Lorsqu'on sait qu'une histoire est vraie, ça amplifie notre attention et nos émotions. Et faits réels semblent beaucoup plus inquiétants parce qu'en fait, on sait qu'ils sont arrivés et par définition qu'ils peuvent peut-être arriver. Le true crime est un genre qui a explosé en popularité car il est ancré dans la réalité. Regarder des histoires de crimes, ça peut aussi quelque part nous soulager. On se dit « Ah, mais ça arrive aux autres mais pas à moi ». Comme quand il y a un accident de voiture. Donc mettez bien votre ceinture. Et ça nous pousse également à se dire que finalement, tout va bien dans notre vie. Ça, faut se dire plus souvent. Vous le savez très bien, les événements négatifs ont un impact émotionnel et cognitif beaucoup plus fort que les événements neutres ou positifs. Rien que quand on va sur YouTube, on le voit bien avec les miniatures et les titres, tout va en ce sens. Et cette règle, elle s'applique surtout aux médias. Plus un crime est horrible, plus il dévie des normes sociales et plus il capte notre attention. D'ailleurs, on vous conseille de regarder Night Call, qui parle justement de cette surenchère médiatique et à quel point on est capable du pire pour la une d'un journal. Et en fait, c'est le concept de l'offre et la demande. Plus les crimes sont atroces, plus ils sont médiatisés, plus les gens en regardent et plus les gens en demandent. D'ailleurs, je viens de prendre du recul, on est quand même une espèce vachement chelou à vouloir aimer regarder des trucs aussi tordus, quoi. On faisait les choquer quand on nous disait que pendant l'Empire romain, on mettait des gens dans des cages avec des lions et qui se faisaient bouffer. C'était un spectacle, mais en fait, c'était juste leur ciné de l'époque. Avant, pour se faire divertir, pour avoir notre taux de morbidité, on allait sur la place publique parce qu'on savait qu'à 11h, il y allait avoir 2-3 mecs qui allaient se faire pendre ou se faire décapiter en France. D'ailleurs, il y a un test en ligne qui permet d'évaluer votre taux de morbidité. Il y a aussi autre chose qu'on ne vous a pas dit et qu'on va vous dire maintenant qui fait partie de la recette cinéma. J'imagine que vous connaissez Hannibal, un mec hyper intelligent qui manipule les gens, qui arrive à contourner les autorités, les inspecteurs, et du coup nous on se dit de manière inconsciente « Wow, les tueurs, ils sont tous méga intelligents en fait ». Bah non, ils sont même plutôt ordinaires. C'est ça qui les rend d'autant plus flippants parce qu'ils passent inaperçus. Donc en fait, la manière dont on les représente est totalement fausse. En plus, bien souvent, on prend des acteurs et actrices hyper BG, séduisants. Donc évidemment, ça fait un truc un peu bizarre chez le spectateur. Et ça n'aide pas TikTok qui continue toujours de glorifier des tueurs avec ses edits. Et tout ça, ça pose un problème dans la balance. On parle des tueurs,
Mais les victimes alors? Bien souvent, les victimes sont des pions dans un scénario, une simple raison d'être. Et ça, c'est vraiment pas ouf pour la famille des victimes. Qui ne sont que très rarement représentées, ou en tout cas mal représentées. Il y a des films qui mettent en avant ce que ressentent les victimes, comme par exemple Une femme en jeu. L'attirance envers les tueurs est profondément ancrée dans notre nature. Ça ne fait pas de vous une personne bizarre ou enclin à la violence, mais ça fait de vous une personne qui cherche à comprendre les aspects extrêmes de l'être humain. L'intérêt envers ces histoires augmente chaque jour depuis une vingtaine d'années. Mais à force de les regarder, à force de les humaniser, est-ce qu'on ne serait pas en train de trop les valoriser, au risque qu'un jour, d'autres personnes passent à l'action? On met en scène des scènes horribles sous prétexte du divertissement, c'est bizarre quand même quand on y pense. Prenez du recul sur ce que vous regardez, soyez-en conscients, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Antoine et Chloé, parce qu'on aimerait bien atteindre les 20 000 abonnés avant décembre 2024.